Du président de notre parti, ce que nous devons faire, c'est de soutenir ce gouvernement, a déclaré l'ancien PCR de Sangalkam, Khalifa Diakhaté. Il a donc pris le contre-pied de Idrissa Seck en dressant un bilan plus que positif de l'an 1 du président Macky Sall à la tête du Sénégal. Interpellé sur le limogeage de Abdourahmane Diouf, Omar Gueye s'en est lavé les mains tout en déclarant que seul le président de la République a les prérogatives de nommer aux fonctions civiles et militaires. Donc, c'est lui également qui décide qui il nomme et quand il le dégomme. Un seul constat, Khalifa, avant de terminer. Tout au long du discours de Omar Gueye, il n'a en aucun cas mentionné le nom de Idrissa Seck. Il ne disait que le président de notre parti ou en utilisant la troisième personne du singulier, lui. Par contre, il a plusieurs fois encensé le président Macky Sall. Est-ce les signes d'un divorce qui ne dit pas son nom? Peut-être que les spécialistes de la communication politique vont décrypter ce discours de Omar Gueye. Chérif Dia, merci. Wait-and-see. Justement, nous y arriverons dans quelques instants sur ces analyses, notamment d'analystes politiques. Omar Gueye, qui est l'un des deux cadres de Rewmi dans le gouvernement d'Abdoul Mbaye, aux côtés de son homologue de la pêche, Pape Diouf. Sa décision donc de rester dans le parti d'Idrissa Seck correspond en tout cas de l'extérieur à son étiquette de fidèle compagnon d'Idrissa Seck. Photographie de l'homme avec Cheikh Tidiane Diaw. Il s'est fait connaître du grand public lors du découpage administratif qui a amputé Sangalkam d'une partie de son périmètre. Sangalkam, bastion Rewmi, s'est farouchement opposé à ces décisions, avec Omar Gueye comme leader de la contestation. Un mouvement de contestation qui a abouti à la mort de Malick Ba. Omar Gueye va continuer son combat politique pour faire d'Idrissa Seck le 4e président du Sénégal. Finalement, c'est Macky Sall qui sera élu. Omar Gueye siège dans le gouvernement d'Abdoul Mbaye comme ministre de l'hydraulique et de l'assainissement. C'est de là que vont éclater au grand jour les divergences avec son camarade de parti, Abdourahmane Diouf. Ce dernier précisera sur les ondes de la RFM que son parti ne protégera aucun de ses ministres coupables de malversation ou d'actes de malgouvernance. Une sortie qui, selon certains observateurs, lui a valu son éviction de la direction de la SONES avec Omar Gueye à la baguette. Aujourd'hui, c'est lui qui perd son poste de secrétaire national chargé de l'intérieur et des élections de Rewmi au profit d'Abdourahmane Diouf. Son avenir dans ce parti est fortement compromis. Alors pour vous rafraîchir un peu la mémoire, pour redresser le tableau, Idrissa Seck effectue 2 sorties peu favorables au pouvoir. Le pouvoir dont son parti est allié dans la coalition Benno Bokk Yakaar. Le ministre Omar Gueye limoge Abdourahmane Diouf, directeur général de la SONES, sous sa tutelle, après sa prise de position dans le sens de son leader Idrissa Seck. Et puis celui-ci lui enlève la casquette de secrétaire national qu'il ajoute à Diouf, en plus de sa qualité de porte-parole de Rewmi. Tout cela annonce donc une implosion inévitable aux yeux d'analystes qui expliquent les pics d'Idrissa Seck par une recherche de positionnement en vue des prochaines échéances électorales au Sénégal. Diafaraba, Ibrahim Kamara. Entre le maire de Thiès et son ex-secrétaire national chargé de l'intérieur et des élections de Rewmi, Omar Gueye, les relations ne sont plus au beau fixe. On l'a dépouillé. On fait de lui un membre simple de Rewmi. Bon, on le dépouille de ses prérogatives. Automatiquement, quand même, bon, on touche à son ego et par conséquent, il doit aller au niveau de sa base, rendre compte et demander la conduite à adopter. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, même ce mardi, il va rencontrer sa base politique pour leur poser la question et pour voir la conduite à adopter. Les dernières sorties d'Idrissa Seck et le limogeage de Omar Gueye de son poste de secrétaire national chargé de l'intérieur et des élections peuvent affaiblir le parti Rewmi. Il a dépouillé Omar Gueye. Omar Gueye rencontre sa base. Bon, s'il arrivait que Omar Gueye quitte le Rewmi et s'il arrivait que Pape Diouf quitte le Rewmi, bon, il est indéniable que Rewmi serait affaibli. Parce que tout simplement, Omar Gueye et Pape Diouf sont des responsables de Rewmi qui ont quand même des bases politiques. Les élections locales de 2014 et la présidentielle de 2017 font partie des calculs politiciens du leader de Rewmi. Le baromètre de tout cela sera les élections locales. Ce sont les élections locales, et il a compris ça à mon niveau, qui vont reconfigurer le paysage politique sénégalais. Le paysage politique sénégalais va subir une reconfiguration fondamentale à l'issue des élections locales qui
dans la perspective des élections de 2012 et de 2017, dans la perspective des prochaines élections présidentielles, va configurer précisément quels sont les potentiels candidats qui vont briguer le suffrage des Sénégalais. Les positions des leaders de la coalition Benno Bokk Yakaar ne s'inscrivent que dans la logique. Le divorce consommé entre les leaders de Rewmi et Omar Gueye va-t-il consacrer le départ d'Idrissa Seck de Benno Bokk Yakaar? Certaines voix dans la coalition se sont déjà prononcées pour. Je parlais en titre de cette journée de tension à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar où des étudiants infatigables ont affronté les forces de police pratiquement toute la journée. Ces étudiants qui récusent le choix du professeur Souleymane Bachir Diagne à la tête du comité de pilotage sur l'avenir de l'enseignement supérieur. Les étudiants estiment que le professeur Souleymane Bachir Diagne est le symbole de la fuite des cerveaux. Les étudiants qui ont tenu tête aux forces de police depuis ce matin. Awa Signaté, quelle est la situation à l'heure actuelle? Bonsoir Khalifa. Juste dire que les étudiants sont en confrontation avec les forces de l'ordre depuis ce matin, en échange de pierres et de grenades lacrymogènes. A précisé Khalifa que les raisons de cette confrontation sont les propositions faites par la CNAES, Concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur. Ces étudiants n'approuvent pas l'idée de l'augmentation des droits d'inscription ou alors la hausse du prix du ticket de restauration. Ces étudiants disent plus que jamais déterminés à s'opposer aux propositions qui figurent dans le rapport général présenté au Premier ministre par le comité de pilotage. Retenir que ces étudiants ont décidé de poursuivre la journée morte à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, entamée depuis hier jusqu'à nouvel ordre Khalifa. Awa Signaté, merci. Eh bien, soulignez également que cette concertation que ces étudiants contestent poursuit son chemin. La concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur a rendu ses recommandations d'ailleurs aujourd'hui. 78 au total pour réformer le système de l'enseignement supérieur. Le comité y travaille depuis le 6 avril dernier. Il est composé d'universitaires, de syndicalistes, d'élus locaux, des membres de la société civile également. Mardieng Amina Sow. Ce rapport général remis au Premier ministre est le fruit des 4 mois de travail du comité de pilotage pour la concertation sur l'avenir de l'enseignement supérieur au Sénégal. Le document contient 78 recommandations. Elles devront servir à apporter des réformes dans les universités sénégalaises. Une grande orientation vers les STEM, c'est une des orientations phares. L'idée d'un investissement résolu dans les technologies de l'information et de la communication pour nous les approprier et pour nous en servir afin de résoudre les questions qui sont les nôtres, les problèmes qui sont les nôtres, qui sont pour l'essentiel des problèmes de démographie. Ça aussi, c'est une orientation phare. La mise en place d'une culture de l'évaluation et de l'accompagnement continu des réformes par un esprit de réforme, ça c'est la 3e orientation générale et je dirais que s'il me fallait résumer le propos en 3 phrases, ce serait celle-là que je vous proposerai, madame. Les participants adhèrent aux conclusions. Syndicalistes comme parlementaires promettent de s'investir pour une mise en application des recommandations. C'est peut-être que 3 jours c'est un peu juste, mais moi je dois dire que je suis agréablement surpris quand même de la production qui a été faite. Mais quelque part aussi, bon, je ne suis pas trop surpris vu la qualité et la diversité des participants. Je pense que c'est un bon départ. C'est un bon départ. Il faudra donc certainement que le gouvernement tire les conclusions de ces recommandations et arrête un certain nombre de mesures très fortes pour pouvoir faire redémarrer le système, faire en sorte que tout le monde ait confiance maintenant au système de l'enseignement supérieur et on va le bâtir donc dans les années à venir. Des commissions de concertation seront mises en place pour étudier davantage les différentes recommandations issues de la concertation. La tenue d'un conseil présidentiel est prévue d'ici fin avril. L'augmentation des frais d'inscription est l'une de ces recommandations. Elle est vivement contestée par les étudiants, ce qui explique d'ailleurs cette journée de tension à l'UCAD où les étudiants ont affronté les forces de police pratiquement toute la journée. Pourtant, l'idée a été bel et bien validée aujourd'hui et poursuit son bonhomme de chemin. Une commission est d'ailleurs prévue pour en fixer le montant. L'idée que ces frais d'inscription ne peuvent plus rester ce qu'ils sont
Ça, c'est un consensus profond, tout le monde est d'accord là-dessus. Comme on a dit, ce sont des modalités qui vont être discutées et qui vont faire l'objet de décisions par la suite. Il n'y a pas de privatisation de l'enseignement public. La raison d'être de cette concertation, c'est de faire précisément que l'enseignement public soit un enseignement viable qui puisse continuer d'exister. Lycée John Fitzgerald Kennedy de Dakar, mouvement d'humeur des enseignants du CUSEMS, ils auraient ignoré une demande d'explication de la tutelle au sujet de la rétention des notes. Ils prêtent l'allégation au ministre de l'Éducation et apportent un démenti. Les enseignants syndicalistes ont rencontré la presse. Ibou Cissé et Marie-Christine Mendy pour le compte-rendu. Le torchon continue de brûler entre la section CUSEMS du lycée Kennedy et son ministre de tutelle. Après avoir fustigé la mutation de certains de leurs collègues, aujourd'hui, c'est la sortie de Serigne Mbaye Thiam dans l'émission Jakaarlo de la RTS qui les a fait sortir de leur gond. Il ne peut pas utiliser ce qu'on appelle la loi de Talion. On n'a pas peur de lui qu'il le sache, Serigne Mbaye Thiam, que nous sommes des enseignants vertueux, nous faisons correctement. Nous n'avons pas fauté. S'il veut appliquer la dictature, il n'a qu'à l'appliquer chez lui. Mais ça ne marchera pas avec nous, qu'il le sache. Il y a des enseignants qui abusent des jeunes filles. Ce que nous déplorons. Et en tant que parents d'élèves, aussi en tant qu'enseignants, nous devons veiller à ce que le lycée marche correctement, sans pour autant que les jeunes filles soient abusées. Et si dénoncer cela fait en sorte que nous soyons des hors-la-loi, nous serons des hors-la-loi. Pour rappel, ces enseignants du CUSEMS ont déjà engagé un bras de fer en procédant à des retentions de notes au lycée. Aujourd'hui, ils bénéficient du soutien du SAEMS-CUSEMS. Nous voulons la bonne marche des institutions qui sont saines, avec des enseignants qui sont imbus de valeurs quand même cardinales. Voilà ce qui nous a amenés aujourd'hui ici, pour vous dire que notre position ne varie pas d'un seul iota. Nous ne rejoindrons pas la DRH, parce qu'un IA adjoint ne peut pas nous muter vers la DRH. Nous ne resterons pas seuls dans ce mouvement-là, parce que nous travaillerons également avec la coalition des syndicats d'enseignants, avec le CUS de Oumarou Ali Soumarou, avec le CES authentique d'Abdou Fati, et même avec le CUSEMS, dont ces collègues-là sont membres à part entière. Donc voilà, en tout cas, ce que nous tenons à dire à l'opinion, dire également que la suspension du salaire ne repose sur aucun fondement. Depuis 2 mois, ces enseignants sont en grève. Ils revendiquent le retour de leurs camarades mutés. Nous avons tenté de rentrer en contact avec l'administration du lycée John Fitzgerald Kennedy, mais nos efforts étaient vains. Diarrhée, vomissement, c'est le quotidien des enfants de la rue 41 de la Médina. Les parents qui l'indiquent estiment que les eaux usées qui envahissent le quartier sont à l'origine de ce mal qui hante leur sommeil. Adja Ndiaye, Fatou Bintou Kanté. L'insalubrité a repris ses droits à la Médina. À la rue 41, l'eau des fosses septiques envahit le long des trottoirs. Les eaux usées sont la hantise des populations qui ne savent plus où passer. Chaque semaine, les eaux usées envahissent le quartier. Les canaux d'évacuation sont toutes bouchés, ce qui fait que l'eau se déverse le long des trottoirs. Et cette eau est en permanence ici. Nos voisins peuvent en témoigner. Cette eau nauséabonde commence vraiment à nous indisposer. Personne ne cherche à trouver une solution. On dirait que nous ne faisons pas partie de la Médina. Actuellement, plusieurs familles sont tombées malades à cause de cette puanteur et les populations crient leur ras-le-bol. Tous nos enfants sont tombés malades. Hier, mon fils a passé toute la journée à vomir. Ceux qui souffrent d'asthme sont plus que fatigués. Nous n'en pouvons plus. Mon fils a failli se noyer dans ces eaux avant-hier. Si ce n'était pas l'aide des garçons du quartier, il allait mourir. Mon époux est asthmatique. Depuis quelques jours, il ne peut plus bouger. Dans ce quartier populaire de la capitale sénégalaise, les populations ne réclament qu'une chose, l'évacuation illico presto de ces eaux usées. Il faut qu'on vienne en aide, que ce soit du côté de la mairie ou de l'ONAS, car nous sommes trop fatigués. Cohabitant avec cette odeur nauséabonde depuis belle lurette, les habitants de la rue 41 interpellent les autorités afin qu'elles trouvent une solution définitive au canaux d'évacuation avant le début de l'hivernage.
Champions League, les quarts de finale en Europe. Pape Abdoulaye, bonsoir. Bonsoir Khalifa Diakhaté, avec en ce moment même 2 affiches. Le Real de Madrid en déplacement à Istanbul tient en échec Galatasaray. 1 but partout après 75 minutes de jeu. 7e minute but de Cristiano Ronaldo. Et c'est l'Ivoirien Emmanuel Eboué qui a égalisé pour les Turcs à la 58e minute. Dortmund en difficulté à domicile devant les Espagnols de Malaga. 1 partout entre ces deux formations. Après 70 minutes de jeu, Joaquim Sanchez a ouvert le score pour les Espagnols. Les Allemands ont égalisé par Lewandowski. Et puis le match tant attendu des étoiles demain au Nou Camp avec Barça PSG. C'est à partir de 18h45 à suivre sur la RFM en direct avec donc Laye Diaw, Malal Junior Diagne et leur consultant avec un invité surprise, invité de marque, le PSG donc qui va affronter le Barça. Léo Messi est toujours incertain, mais il a été inscrit sur la feuille de match. On apprend que Dortmund mène 3 buts à 1. 3 buts à 1, c'est allé très vite, Khalifa Diakhaté, parce que je n'ai pas encore réactualisé alors mes informations, pourtant en direct avec moi. Allez, donc on poursuit toujours. Je vous disais que Léo Messi va jouer et risque de jouer puisqu'il est sur la liste des joueurs retenus, même s'il n'a pas encore le feu vert des médecins. Merci à l'équipe du service des sports, très réactive. Très réactif, oui, avec toujours le football. Et Aliou Cissé, le sélectionneur de l'équipe nationale olympique, qui a débuté un stage de préparation en direction des Jeux de la francophonie. Stage entamé ce lundi donc avec 25 joueurs. C'est à suivre dans Parlons Foot demain avec Mamfatou Ndoye donc et Aliou Cissé, le sélectionneur de ces Olympiques. Nous passons à l'US Ouakam qui a un nouvel entraîneur. Actuel 13e du classement de la Ligue 1, le champion 2011 a engagé Cheikh Tidiane Fall Pelé, l'ancien coach des HLM qui a gagné la Coupe du Sénégal avec ce club en 2012. Il a un bail de 6 mois donc pour redresser la barre du club du village traditionnel Lébou. On passe au basket avec Gorgui Sidien, international sénégalais, qui est champion NCAA depuis hier. Son université de Louisville a battu le Michigan par 82 à 76 pour son 3e titre universitaire. Gorgui Sidien a joué sa participation dans cette finale avec 8 points, 8 rebonds, 6 passes et 8 contre pour terminer une finale navétane qui s'est disputée dimanche. Et oui, on joue encore au navétane avec l'ODCAV de Tivaouane. Le trophée a été remporté par Djambar Djida de la commune face aux espoirs de Ngaye Mékhé. Le reportage est signé Alun Diagne, Cheikh Tidiane John. Après une première mi-temps relativement pauvre en occasion, à la 37e minute, Pape Cissé rate un penalty corny le vierge à la pause. En seconde période, le redoutable avant-centre Guy Fagué donne l'avantage à son équipe à la 67e minute. 3 minutes après, Moussa Thiam trompe la vigilance du portier de Djambar à la 70e minute. À la fin du temps réglementaire, à l'épreuve fatidique du tir au but, 5 buts à 4 en faveur du Djambar de Tivaouane. Le coach de l'AS Djambar de Tivaouane apprécie cette première consécration, tandis que l'entraîneur d'espoir de Ngaye martèle une baisse de forme. On a créé l'ASC en 1994 et depuis cette année, on n'a jamais eu cette consécration. Et je pense que c'est une consécration suprême pour toute ASC qui participe au mouvement navétane. Donc c'est un sentiment de fierté, de bonheur, d'honneur, de joie et de grande fierté également. Le match a été très bon, les joueurs ont donné de leur mieux, mais d'une façon, on peut dire que la rupture qui s'est posée, on a terminé les championnats, ça fait presque 2 mois. C'est ça qui fait le baisse de forme et les autres trucs, c'est pourquoi le match est terminé dans ce moment. Une finale jouée dans un fair play total sous les yeux d'une forte délégation de la famille du football et quelques autorités administratives. C'est une jeunesse qui n'a pas beaucoup de moyens. Parce qu'on est dans un département, peut-être qu'il n'a pas beaucoup de moyens aussi comme les autres départements. Et il n'y a pas beaucoup de ressources. Il n'y a pas beaucoup d'industrie dans ce département. Il n'y a pas beaucoup de grands services. Donc pour être dans
venir aider les gens qui jouent dans ce sphère, pour moi c'est un plaisir. Surtout dans Tivaouane, dans la vie religieuse, que j'adore. Remercier les jeunes pour leur fair play, leur discipline, et effectivement leur engagement à faire du sport, à faire du football un sport noble. Parce qu'il faut le dire que tout ce qu'on fait dans le fair play, la discipline, il faut saluer ces actions. Chez la petite catégorie, la finale départementale a opposé Espoir d'Engaï qui a battu Manko de Tivaouane par le score le plus petit, 1-0. Voilà Khalifa Diakhaté, c'était là l'essentiel pour les sports. Merci Pape Abdoulaye Der. L'entretien est clair dans un instant avec le professeur Papa Ogosek. Le professeur Papa Ogosek est un professeur de droit et de sciences politiques. Il vient justement de publier le livre blanc sur l'élection de 2012 au Sénégal. Professeur, bonsoir. Oui, bonsoir Khalifa. Alors professeur, d'abord question d'actualité. Vous l'avez appris avec nous. Omar Gueye décide de rester dans le parti d'Idrissa Seck, mais se démarque tout de même de ses prises de position. Est-ce que cette décision, d'abord, d'Omar Gueye de rester, vous a surpris? Oui, ça nous a un peu surpris, mais en même temps, bon, vous savez, en politique, il ne faut jamais dire jamais. Hein, donc, je pense que le président doit aussi prendre ses responsabilités, parce que c'est lui qui est élu. Donc il ne doit pas trop dépendre des va-et-vient des hommes politiques, etc. Donc c'est un peu un signal aussi par rapport à la coalition, hein, qui est un peu fragile. Et je pense que c'est juste aussi un signal par rapport aux locales qui vont venir. Et donc c'est l'avenir de la coalition qui est un peu en jeu. Alors Chérif Dia nous l'a dit tout à l'heure lors de sa liaison téléphonique. Il parle, pour qualifier les sorties d'Idrissa Seck, de sorties intempestives, ce qui se veut assez clair par rapport à ce contexte. Alors, est-ce qu'on peut du coup craindre d'aller vers deux Réumi? Oui, enfin, c'est une hypothèse qui est envisageable, hein, parce que c'est déjà arrivé par le passé avec AG, etc. Des gens en parlent pour l'instant, mais on ne peut pas dire que le fait qu'il y ait cette éclaboussure soit considéré comme un danger politiquement. Moi, je pense qu'en fait, les Sénégalais ont élu Macky Sall, le président Macky Sall, donc c'est à lui de prendre des décisions. Voilà. Mais là, notamment en ce qui concerne Réumi, il reste, mais se démarque des prises de position de son leader. Oui. À quoi cela rimerait, selon vous? Bon, parce que tout le monde s'attendait à ce que la transhumance soit consommée, hein, c'est-à-dire qu'Omar Gueye quitte pour aller au niveau de la paire. Et c'est un peu un contretemps là qui est joué. Donc c'est un peu l'effet de surprise. Mais en même temps, c'est une position de sérénité de la part peut-être d'un responsable politique qui se veut équilibré et qui consulte certainement aussi ses militants dans l'intérêt du pays. Parce qu'au-delà des intérêts personnels, je crois qu'il faut quand même que l'intérêt national soit préservé. Alors, dernière question sur cette question. L'avenir de Réumi dans la coalition au pouvoir, comment est-ce que vous le voyez? Bon, je crois que en fait, Idi a très tôt signalé ses ambitions. Hein, donc, on ne peut pas dire qu'il soit carrément à 100% dans la coalition, parce qu'il n'est pas dans le gouvernement déjà. Il a envoyé des émissaires au gouvernement. Et donc, c'est peut-être une façon pour lui de préparer non seulement les locales, mais aussi une façon de préparer l'après-Macky. Et donc, ce sont des ambitions simplement qui sont signalées. Très bien. Alors, un livre blanc, nous y arriverons. Ce livre blanc, c'est un livre blanc sur l'élection de 2012 au Sénégal. Il s'agit là d'un essai socio-historique. Alors, quel est le sens du choix de ce genre-là? Voilà, parce qu'il faut rappeler un peu que ce livre est une initiative de l'Association des juristes africains qui m'a donc confié cette rédaction. Et d'ailleurs, nous comptons faire la cérémonie de lancement très bientôt sous la houlette du président de l'Assemblée nationale et sous le patronage du président de la République. Et c'est un livre qui rappelle un peu le contexte dans lequel le président Macky a été élu, le contexte socio-économique, politique, etc., les inondations, l'électricité, tout ça. Et là, précisément, il s'agit d'un essai socio-historique. Alors, quel sens au choix de ce genre? Un essai socio-historique. Voilà, le sens de cet ouvrage, c'est tout simplement pour dire qu'il ne faut plus jamais utiliser
les moyens de l'État pour rester au pouvoir, y compris par la violence. On ne veut plus de ça dans nos pays africains en général et au Sénégal en particulier. Donc plus jamais ça, c'est un peu ça le sens du livre. Voilà. Alors, j'avoue tout de même que je l'ai reçu assez tardivement, donc je n'ai pas eu trop le temps de le parcourir. En revanche, je vous laisserai juste nous dire ces principaux axes que vous développez là-dedans. Voilà, les axes tournent autour du contexte socio-économique, n'est-ce pas? Ensuite, il y a le déroulement de ces élections, la question de la constitutionnalité, parce qu'il faut rappeler que le Sénégal était confronté à un problème de constitutionnalité, alors que la Côte d'Ivoire était confronté à un problème d'identité. Oui. Et il y a tout un débat qui a secoué le monde politique, plein de polémiques au niveau universitaire aussi. Et donc toutes ces thèses sont rappelées. Et c'est un peu pour fixer l'histoire du Sénégal, pour que les générations qui viendront sachent qu'à un moment donné de l'histoire du Sénégal, voilà ce qui s'est passé. Et cet événement était un événement exceptionnel parce qu'on a connu des violences inouïes, un certain nombre de dérives, etc. Et donc c'est pour rappeler aussi à l'Afrique que le Sénégal est également un laboratoire par rapport à la démocratie. Et les grandes puissances ont aussi compris ce message. Et comment est-ce que vous avez analysé l'an 1 de Macky au pouvoir? Bon, je disais tantôt qu'on ne peut pas faire de bilan pour l'instant. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est peut-être une évaluation de la situation. Donc cette évaluation passe nécessairement par la question sociale, n'est-ce pas? Donc un certain nombre de principes ont été posés, un certain nombre d'actions aussi. Et la question sociale, je crois que c'est une question sur laquelle le président a beaucoup d'espoir. Il y a répondu ou pas, selon vous, on a après? Il a posé les jalons. Signes. Oui, il a posé les jalons, mais il reste quand même la mise en œuvre. Donc les principes sont là, les fonds ont été débloqués, etc. Mais il faut quand même que la société civile, les universitaires et les experts du pays quand même aident le gouvernement à mettre en place, n'est-ce pas, cette politique sociale pour le plus grand bien des Sénégalais. Alors la parution est effectuée, ce sera au Grand Théâtre pour le lancement le 20 avril prochain et ce sera suivi bien entendu d'une conférence sur les réformes institutionnelles et la bonne gouvernance, une conférence animée par vous-même. Il y en a d'autres aussi, d'animateurs? Voilà, il y a M. Alioune qui fera certainement une conférence sur les réformes institutionnelles et la bonne gouvernance et également les nouvelles menaces de la démocratie africaine et qui pèsent sur les pouvoirs africains. Et c'est aussi l'occasion d'approfondir la démocratie sénégalaise, de faire des propositions, n'est-ce pas, à l'État pour aller dans le sens de l'équité, de la justice sociale, de la bonne gouvernance, pour la transparence et la prospérité du pays. C'est un peu dans ce sens que nous travaillons, n'est-ce pas, pour aider l'État à mieux asseoir sa politique. Je vous remercie, professeur Ogo Seck, d'avoir été avec nous ce soir pour analyser la situation politique actuelle, mais également pour nous parler de cette parution, le livre blanc sur l'élection présidentielle de 2012 au Sénégal. Vous me ferez l'honneur de me le dédicacer. Je l'entame dès ce soir. Oui, avec plaisir. Merci d'avoir suivi cette édition. Excellente soirée à toutes et à tous. Bonsoir. Le 8 avril, le 8 avril, le 8 avril. Chers auditeurs, pour mieux vous servir, la RFM réaménage son programme. Vous aurez vos émissions religieuses dès 5h avec Elhadj Ndiaga Seck. De 5h30 à 6h, Oustaz Mortiam sera là pour Kadou l'Islam. Et à partir de 6h, c'est l'info non-stop jusqu'à 9h30 avec le duo Babacar et Lisa. Autre innovation, RFM Soir. RFM Soir avec Sornana.